En off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du football. Anecdotes, transferts, négociations. Bienvenue dans un monde qu'on va essayer de te révéler. On va essayer de te faire comprendre évidemment tous les arcanes de ce milieu parfois bien saugrenu. Ce qui est sûr, c'est qu'on va te demander de liker. C'est très très important. Abonne-toi également à la chaîne. Si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude 5 étoiles et un petit commentaire. Et surtout comme d'habitude, on remercie le partenaire de cette émission qui est Unibet Experts. Tout de suite, c'est parti pour le meeting avec Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims. Mathieu, comment ça va? Très bien, merci Sacha. Mais merci à toi de t'être déplacé de Champagne du côté de la France pour ici, du côté de Bruxelles. C'est une ville que tu aimes bien en général, la Belgique, ça va, c'est un pays que tu apprécies? C'est ce que j'allais dire, déjà on est un peu local de l'étape, et puis c'est vrai que déjà c'est une région et c'est un pays qu'on apprécie en dehors du football et encore plus côté football, je pense qu'on l'a montré ces dernières années. Oui, c'est vrai, hein. Bien souvent du côté du Stade de Reims, vous avez l'habitude de recruter des joueurs, d'aller voir beaucoup de talents. Il y a, est-ce que c'est une forme de votre spécialité? On peut dire que vous avez vraiment misé l'œil sur la Belgique en disant c'est là qu'on peut faire la différence par rapport aux autres acteurs du football français? Oui, je pense qu'on savait qu'on ne pouvait pas être partout parce qu'on a une cellule de recrutement ultra agile, ultra efficace, mais aussi on n'est pas pléthore, donc en fait on doit se concentrer sur certains marchés, et pour nous très naturellement la Belgique elle est venue en premier. Moi, comme je le dis souvent avec mon directeur sportif Paul-Édouard Caillot, c'est plus facile finalement d'adapter un Belge comme Thomas Fouquet qui arrive de Gand que d'adapter un joueur par exemple qui arrive du sud de la France, de Marseille, de Montpellier. J'en parle en connaissance de cause, je suis un Catalan, mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes au-delà du foot et que l'adaptation, elle est beaucoup plus simple. En plus, c'est des garçons, je parle pour les Belges, parce qu'on a aussi recruté des joueurs étrangers qui évoluent dans le championnat, mais qui sont proches de leur famille. Et du coup, dans l'intégration, dans l'adaptation, pour moi, on gagne beaucoup de temps. Est-ce que le jeu aussi est relativement similaire? Est-ce qu'il y a, par exemple, une étape qu'on passe quand on passe du championnat de Belgique, d'un bon club de championnat de Belgique au Stade de Reims, mais que fondamentalement, le joueur, quand tu parlais d'adaptabilité, il n'est pas perdu quand il arrive au SDR? Non, je suis assez d'accord, et les très bons joueurs, parce que ce que l'on a recruté sur ces dernières années, c'est quand même des très bons joueurs du championnat de Belgique. Les très bons joueurs, on sait que l'adaptation, on va la réussir. Alors peut-être qu'il va falloir quelques semaines, comme ça a été le cas pour certains joueurs, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a aucun échec majeur de joueur qui est arrivé de ce championnat-là. Alors on va y revenir avec beaucoup de détails un petit peu plus tard, mais d'abord je veux m'intéresser à toi. L'aspect humain, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans En Off. Est-ce que travailler dans le milieu du football, tu l'as dit, tu es catalan, donc tu n'es pas spécialement de cette région en Champagne, ça a toujours été ton rêve? Alors, mon rêve, c'est quelque chose qui a mûri au fil des années, parce qu'effectivement, moi je viens d'une famille qui ne regarde pas le football, qui n'a jamais regardé un match de foot. Donc pour ça, je suis très à l'aise quand des fois des gens m'interpellent en me disant moi j'aime pas le foot. Je dis mais j'ai absolument aucun problème, je viens d'une famille et j'ai mes amis qui ne regardent pas un match de foot. Donc, hormis événements exceptionnels, donc très à l'aise par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que ça a toujours été une passion grandissante. Je pense que le point de départ, c'est la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Voilà, j'avais 11 ans et j'ai regardé tous les matchs de la compétition à 11 ans. Okay. Et ça a commencé comme ça, et c'est vrai que c'est quelque chose où je me voyais évoluer. Après, tu dois affiner un petit peu où tu te vois, et puis les choses se sont faites assez naturellement au fil, j'ai envie de dire, des années de la carrière. La Coupe du Monde aux États-Unis, est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un match? Il y a quelque chose qui t'a brisé la rétine, qui t'a touché particulièrement à ce moment-là? Non, c'est un événement, c'est le jeu, c'est des matchs. Voilà, dans les débuts des années 90, c'est pas comme aujourd'hui où tu as un accès beaucoup plus facile à tous les matchs, à toutes les compétitions, à des highlights, à des vidéos même de joueurs. Là, quand tu voulais vraiment regarder du foot, c'était la télé, c'était un match entier. Et c'est vraiment le jeu qui m'a marqué. Oui, toi, tu es au Stade de Reims depuis 2009, hein, c'est ça? Exactement. Mais c'est dingue quand même de se dire que quelqu'un qui a l'habitude du Sud, avec effectivement une tradition qui est plutôt ovale que ronde au niveau du ballon, se soit non seulement développé
plutôt dans le nord de la France, mais surtout y ait développé sa vie, sa passion, son histoire, et tu t'es créé pas dire ton personnage, mais tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui, grâce notamment à ta progression au sein du Stade de Reims. C'est venu comment en fait? Est-ce que tu peux m'expliquer le côté linéaire de cette histoire? Alors effectivement, oui, c'est plutôt l'Ovalie chez moi, mais moi, comme je te l'ai dit, c'est le ballon rond qui m'a toujours animé. Voilà, j'ai regardé à l'époque, il y avait peu de formations ou de choses où on te disait, ben, en fait, tu vas pouvoir bosser dans le football. Il y avait le droit du sport, et c'est quelque chose qui m'animait, parce que je considère que ça te donne des bases, et qu'en fait, aujourd'hui, tu arrives sur des postes comme le mien, mais au quotidien, ça te sert énormément. Et à l'époque, il y avait un master qui faisait référence, c'était Limoges, voilà, qui fait toujours référence. Il y en avait un deuxième qui se montait, qui était Dijon, et moi, j'ai pris un petit peu comme souvent le contre-pied. J'étais pris dans les deux et je suis allé à Dijon parce que la formation me paraissait à ce moment-là plus complète, peut-être avec des bases plus solides pour quelqu'un qui, comme moi, n'y connaissait rien. Voilà, enfin, je parle pas au foot, mais je parle au droit du sport. Donc voilà, j'ai fait ma formation à Dijon. Et ensuite, ben, il a fallu décrocher le premier stage, qui est pour moi l'étape la plus dure, la plus compliquée, 2005-2006. Et je décroche un beau stage à la Ligue de football professionnel avec Vincent Ponceau, qui a fait quand même référence ensuite dans le football. Voilà. Qui est devenu un de tes proches ensuite. Exactement, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, je le dis à chaque interview. Pardon. Et donc voilà, je passe quelques mois avec lui au service juridique de la Ligue. Et ensuite, c'est vrai que j'étais plutôt quelqu'un qui est dynamique et qui a envie en fait d'intégrer un club. Et j'ai l'aventure du Mans, à l'époque le MUC 72, qui commence en 2007. Et voilà, et c'est Vincent Ponceau qui m'aide à rentrer à l'époque au Mans parce qu'il cherche quelqu'un. Le directeur général de l'époque est Fabrice Favetto. Et les deux personnes qui gèrent le sportif sont Daniel Jean Dupeux et Alain Pascalou. Et c'est des personnes auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et puis voilà, débuter à l'époque le MUC 72, alors ça peut faire paraître un peu ancien, mais le coach c'est Rudy Garcia. Quand j'arrive, les joueurs c'est Gervinho, c'est Cessignon, c'est Romaric, c'est Bacha, c'est Tulio de Melo qui est maintenant devenu agent au Brésil, entre autres, et qui a une belle reconversion et dont je suis toujours très proche. Et voilà, et l'histoire elle commence vraiment comme ça avec Le Mans. Et puis ensuite en 2009, je prends encore une fois le contre-pied parce que Le Mans est en Ligue 1. Enfin, en D1. Oui, parce que à ce moment-là, tu avais l'occasion de rester au club. Bien sûr. Tu aurais pu juste suivre la progression du Mans, qui est un grand club, avec des bons joueurs, tu l'as dit. Mais à ce moment-là, tu fais le pas de côté, tu dis, je préfère aller à Reims. Quoi. Et j'arrive à Reims le 5 janvier 2009, en même temps que Luis Fernandez, qui essaye de venir sauver le Stade de Reims de la relégation en nationale, qui gagne quelques matchs, mais qui finalement n'arrive pas à réussir le challenge. Et en fait, je me retrouve au bout de 6 mois en national. Et en fait, moi, ce qui m'anime, et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, c'est le fait de bâtir. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait vraiment un potentiel énorme dans le club. Et ce qui m'a vraiment motivé au fil des années, en fait, c'est de bâtir et de construire ensemble avec notamment le président, le club. Tu vois, c'est dingue ce que tu me dis parce que quand je réfléchis à la progression aujourd'hui et l'évolution notamment des investisseurs dans le milieu du football, tu vois qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui aiment faire ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire bâtir, c'est-à-dire partir d'un projet qui n'est pas nécessairement un projet attractif dès le départ, qui n'a pas nécessairement tout de suite, il n'y a pas des bulles qui pétillent pour reprendre l'exemple avec le champagne bien sûr et le Stade de Reims, mais l'idée est de le faire justement grandir et le faire pétiller à l'avenir. Et c'est ça en fait aujourd'hui qui est vraiment le plus intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va passer les étapes petit à petit pour devenir le club qu'on pense pouvoir faire devenir. Et c'est sans doute ce que tu as fait au Stade de Reims, quoi. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire le pas de côté et en te disant vraiment, bon, tu pensais qu'au Mans, tu n'allais pas pouvoir avoir la même perspective d'évolution que tu as à Reims. C'est pour ça que tu as choisi du côté de Reims à ce moment-là, quand tu commençais à peine? C'était pas personnel, c'était pas une perspective d'évolution personnelle. Okay. C'était un feeling. Il y a des choses en fait dans la vie où tu es émotionnel, voilà, et tu peux pas trop le rationaliser, mais le feeling était bien plus important. C'est quand même un club, comme tu l'as dit, voilà, moi en plus je viens du sud de la France, donc je suis totalement
décorrélé de l'affect à la base avec ça, mais c'est quand même un club historique, c'est un club où tu sens un terreau fort, où tu sens qu'il y a des choses fortes à faire, où tu as un président qui est un local, qui est né à Reims, qui aime plus que tout son club, qui a envie de le développer, de le faire grandir, et en fait, ce côté émotionnel, en fait, tu as envie de rejoindre l'aventure. Et après, bah, si tu t'es trompé, finalement, tu t'en vas au bout de quelques mois, quelques années, et si tu as vu juste, parce que aussi tu peux te tromper dans la vie, hein, si tu as vu juste, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui, bah, tu fais plus d'une quinzaine d'années où chaque jour que Dieu fait, on a essayé de, voilà, de faire avancer le club, de le faire grandir. Je pense qu'on y est arrivé, même si voilà, les supporters valent plus, mais nous, on veut aussi au quotidien plus. Hein. Voilà, faut pas croire qu'on se satisfait de ce qu'on a. Mais je trouve que par rapport au point de départ de 2009 et là où on est aujourd'hui, on a réussi des belles choses. Et l'idée, c'est d'en réussir encore plein de belles. Mais tu sais, c'est pas péjoratif le fait de dire, de parler de simplicité, parce que c'est vraiment de ça en fait, je pense, qui est une des grandes qualités du Stade de Reims, c'est qu'il y a cet aspect terroir. Très, on est content avec ce qu'on a et derrière on est content de vivre le moment qu'on vit au moment présent. Il y a aussi quelque chose de très simple dans le mode de fonctionnement du club et c'est sans doute aussi ce qui est attractif. Quand je vois un peu comment tu parles, qui tu es, comment les choses fonctionnent, eh ben, je ne suis pas étonné que tu aies été attiré par une personne comme Caio, parce que la réalité, c'est que on sent que ça match en fait, dans l'énergie, dans ce que vous proposez. On sent que c'est deux êtres et deux individus qui, quelque part, pensent un petit peu de la même manière et pour qui le projet, le côté, ok, on est un club de foot, on essaie de faire progresser les choses, on est simple, sans que ce soit péjoratif, va nous faire progresser, va nous faire avancer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Complètement. Je pense qu'à un moment donné, pour rester autant d'années, pour aussi traverser des périodes où c'est dur, parce qu'en fait, quand tu gagnes, ça efface tout, ça efface les problèmes, tout va bien. Mais quand tu perds, quand tu traverses des spirales négatives, et il y en a eu en 15 ans, en fait, si tu n'es pas soudé, si tu n'es pas uni, si tu n'as pas une vision commune, en fait, tu n'y arrives pas. C'est impossible, t'exploses. Comment tu positionnerais le stade de Reims aujourd'hui dans le marché du foot? Si tu devais expliquer comment le club doit être un petit peu situé parmi les tops en France, les tops en Europe, les tops en Belgique, comment est-ce que tu objectiverais ça? Alors, je vais commencer par le côté négatif qui fait peut-être pas plaisir. Mais aujourd'hui, tu sens qu'en fait, les choses sont en train de changer en France. Beaucoup de nouveaux actionnaires, beaucoup de nouveaux investisseurs. Et encore une fois, je parle d'une photographie à l'instant T. Parce que les actionnaires, les nouveaux investisseurs, est-ce qu'ils seront encore là dans 3 ans, 5 ans? J'en sais rien. À l'instant T, pour des clubs comme nous, c'est plus dur. Très clairement. Sans faire pleurer dans les chaumières. Et encore une fois, à nous de réinventer ou de développer le modèle pour revenir encore plus fort. Mais c'est plus dur. Quand tu vois Strasbourg, qui avait le même modèle un petit peu économique que toi, mais où je pense que tu avais un temps d'avance sur un certain nombre de dossiers, notamment de joueurs. Strasbourg était meilleur sur la partie, j'ai envie de dire, commerciale, merchandising, billetterie, parce que voilà, il y a peut-être une ferveur un petit peu plus importante. Il y a aussi une taille d'agglomération et de ville qui fait que c'est plus facile d'attirer de gros sponsors. Mais toi, tu étais meilleur, j'ai envie de dire, sur la partie, j'ai envie de dire, peut-être sportive, aussi trading, parce que c'est pas un gros mot. Ça te permet de continuer à te développer, parce qu'encore une fois, le trading chez nous, l'idée c'est de bâtir et de développer. Et on était, grosso modo, des clubs qui se ressemblaient. Et en 2 ans, voilà, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que, à un moment donné, Blueco est arrivé. Et le projet, en fait, entre Blueco et la crise des droits télé, ben pour des clubs comme le tien, c'est dur. Moi, il y a quelque chose que je peux révéler aujourd'hui qui est très, très clair. C'est que il y a 1 an et demi, on a l'accord de Mamadou Sarr pour venir au Stade de Reims, au mois d'avril. Qui est le joueur de Chelsea prêté du côté du Racing Strasbourg. Voilà, qui est aujourd'hui le capitaine, qui est un garçon en qui on a toujours énormément cru. On y a cru alors qu'à Lyon, il n'avait pas une minute de temps de jeu, qu'ensuite il a été prêté en Belgique, où il ne jouait même pas à son poste. Et comme Strasbourg, parce qu'encore une fois, on n'est pas des génies à avoir vu le potentiel de Mamad, mais le joueur, au mois d'avril, tu as l'accord. Sauf qu'entre-temps, il y a une crise des droits télé, et que toi, tu ne peux plus mettre 8 millions sur un joueur en transfert fixe, et que par contre, Strasbourg, l'apport de Blueco, il peut le faire. Donc voilà.
moi, je pleure pas. À ce moment-là, nous, ben, on peut pas faire les choses. On te prend de court parce que la crise des droits télé, ben, elle est un petit peu de dernière minute au mois de juillet. Mais maintenant, à nous de nous réinventer et de pas pleurer et de continuer à faire les choses pour faire grandir le club. Mais est-ce que justement, on a eu, du côté du Stade de Reims, l'opportunité d'être racheté comme le Racing Strasbourg l'a fait? Est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont permis, peut-être, qui auraient pu permettre cette évolution que, évidemment, tu expliques ici? Moi, j'aime pas parler à la place du propriétaire, mais être racheté, c'est pas que des bonnes choses. Je pense que tu vois ce qui se passe aujourd'hui, notamment à Strasbourg, mais on va pas faire focus sur eux. Mais je pense juste que, en fait, entre la crise des droits télé et des clubs qui ont été rachetés, ça a été dur pour des clubs comme nous dans cette phase intermédiaire. Nous, et je parle sans vouloir parler à la place du propriétaire, il n'y a pas la volonté de le faire, mais je pense qu'on est capable de faire évoluer le modèle pour redevenir un club. On est toujours attractif, mais très attractif, et continuer à avoir notre place dans le paysage du football français en Ligue 1. Et tu vois, pour rebondir maintenant sur le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, malgré la relégation, malgré peut-être le fait qu'on soit sous un actionnaire, et encore une fois, pour moi, c'est pas malgré, un actionnariat local, ça a plein de bonnes choses, eh ben, on est certainement une des plus belles plateformes pour les jeunes joueurs en Europe, voire au monde. Bien sûr. Et aujourd'hui, cette plateforme, elle est reconnue de manière européenne. Et tu sais que même en Ligue 2, tu as des jeunes talents européens qui sont convoités par les plus grands groupes, par les plus grands clubs, et qui aujourd'hui vont faire le choix de signer au Stade de Reims, et pas dans ces groupes-là. Martial Thia, Zabi, il y en a encore plein qui sont déjà passés ou qui vont arriver. Et encore une fois, ces garçons n'ont pas que l'opportunité de signer au Stade de Reims. Ils ont des opportunités, mais ils ont peut-être 10, 15, 20 clubs sur la table. Et leurs académies, les joueurs font le choix de signer au Stade de Reims parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'on est une plateforme qui va les développer, qui va les adapter, qui va les mettre en valeur, et que derrière, on est une étape formidable et qu'on va les retrouver dans les plus grands clubs européens. Mais en tant que dirigeant, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce que, avec la distance, avec le temps maintenant, tu peux analyser l'histoire d'un club qui est capable d'avoir le niveau pour être en finale d'une Coupe de France et qui, en même temps, la même année, est obligé d'être relégué en Ligue 2. Enfin, je veux dire, structurellement, ça s'explique. Je suis certain que, en tant que dirigeant, tu peux, à un moment donné, mettre une analyse, un mot, des arguments sur ça. Qu'est-ce qui a fait que cette équipe a surperformé et été vraiment très, très intéressante jusqu'à cette finale face au Paris Saint-Germain? Et puis à la fois est tombé un petit peu dans une forme de désarroi quotidien de la Ligue 1 qui quelque part en fait ne drainait pas du tout la même énergie. Ouais, non, c'est... Parcours en Coupe de France, c'est toujours quelque chose de particulier, irrationnel, voilà, souvent irrationnel. Ça commence souvent par, on l'a dit, dans la douleur ou une séance de tir au but, c'était le cas contre Monaco. Ouais. Voilà, la Ligue 1... Après, c'est dur d'enchaîner pour des clubs comme nous. C'est dur d'enchaîner où tu jouais la Coupe de France, tu jouais la Ligue 1. Quand à la fin, il te manque un point, t'as mal à la tête parce qu'on n'a même pas pu savourer cette finale. C'est triste. Enfin, nous, comme nos supporters, voilà, c'est les premiers punis, j'ai envie de dire, parce que c'était extraordinaire ce qui s'est passé au Stade de France. Et on avait, avant le match, vraiment des frissons, des émotions incroyables de voir la moitié du Stade de France en rouge et blanc, de voir cette énergie positive et en même temps ce poids qu'on avait du barrage où le match de Metz était coincé entre le match de Coupe de France et en même temps tu es obligé de faire jouer tes meilleurs joueurs parce que tu peux pas leur dire l'objectif numéro 1 c'est le barrage, donc tu ne joues pas ce que tu es allé chercher depuis le mois de décembre, c'est-à-dire la finale de la Coupe de France. D'autant que tu te serais retrouvé dans une situation très étonnante si tu l'avais gagné cette Coupe de France, UEFA Europa League et potentiellement en Ligue 2. Ouais, complètement. Complètement. Et en même temps, c'est vrai qu'on a eu une saison compliquée sur le plan des blessures. Ouais. Faut pas tout expliquer par ça, mais quand même, on peut à un moment donné, de manière objective, dire que Yaya Fofana fait un début de saison exceptionnel. Alors, au-delà de son but à Marseille, qui est dans les mémoires, mais c'est un garçon qui a un talent de dingue, qui est adapté, qui franchit le cap et qui fait gagner l'équipe. Mohamed Daramy, au-delà d'être le joueur le plus cher acheté de l'histoire du club, c'est un joueur majeur qui fait des différences, qui est international A danois,
qui a que 22 ans à cette époque-là, qui se blesse extrêmement gravement en sélection, et le pauvre, c'est terrible ce qu'il a vécu depuis 16 mois. Tu perds des joueurs quand il te manque un point, capables de changer des matchs. Alors oui, des fois, tu as des saisons, t'es moyen. T'es moyen, mais ces joueurs-là, Reda Kadra, qui fait le croisé contre le PSG, Mohamed Darami, Yaya Fofana, Joseph Okoumou derrière, qui n'a jamais eu l'entièreté de ses moyens tout au long de la saison. Ben en fait, c'est des joueurs qui sont des game changers, qui te font gagner des matchs, qui te font basculer quand t'es pas bien. Le match, ils te le font gagner, t'as un nul, et ton point, il est là. Voilà. Strasbourg, tout le monde dit, mais comment ils peuvent perdre contre le Havre le dernier match? Mais regarde l'année dernière, les matchs de Strasbourg sans Emega. Juste sans Emega. Et avec ou sans Emega, c'est pas la même équipe statistiquement, voilà. C'est certain. Et donc nous, c'est sans Darami, sans Yaya Fofana, sans Reda Kadra, sans Joseph Okoumou, avec un Joseph Okoumou qui joue en serrant les dents. C'est pas facile. Et après, il y a d'autres choses. Effectivement, tu peux pas expliquer ça que par les blessures, mais tu as aussi des spirales, des dynamiques. Tu cumules la Coupe de France, tu enchaînes les matchs avec finalement un effectif réduit parce que tu as beaucoup de blessés. Tu as aussi des ventes. Et encore une fois, ça fait partie du modèle du club de vendre des joueurs parce qu'en fait, il faut équilibrer les comptes. Encore une fois, c'est pas pour s'enrichir, c'est pour développer, équilibrer. Mais quand on te change les règles du jeu en cours de saison, c'est-à-dire que la DNCG écrit en mai, à minima, vous n'aurez peut-être pas le milliard, mais vous aurez les mêmes droits télé que la saison dernière. Pour un club comme nous, c'est 22-23 millions. Tu te retrouves à fin juillet à devoir refaire un budget DNCG où on te dit, en fait, vous n'en allez avoir pas 23, vous en allez avoir 8 ou 9. Et c'est 15 millions de cash qui te manquent, de cash. Pour rentrer 15 millions de cash, c'est-à-dire pour équilibrer tes comptes, payer les salaires, il faut quand même être... très fort en vente. Très franc. et surtout, il faut vendre pour 50 millions pour rentrer 15 millions dans une saison. Minimum. Parce que quand tu vends un joueur, souvent il y a un ancien club qui bénéficie d'un droit de suite, d'un salon, tu sais comment c'est, qui peut être plus ou moins important. Tu as souvent et c'est pas un gros mot, des agents à rémunérer. Et encore une fois, c'est pas un gros mot quand des gens te permettent à un moment donné même si toi tu travailles le marché, de faire des choses. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et ensuite, le joueur, tu l'as acheté, donc en fait, c'est sur la plus-value. Donc tout ça fait que en fait, c'est pas du net. Mais tu payes pas non plus quand tu achètes les joueurs, toi de ton côté, en une seule fois. Directement en une seule fois. On est d'accord, tu es sur un paiement échelonné. Mais ce que je veux dire, c'est que pour rentrer 15 millions, il faut vendre quasiment pour 3 fois ça, 45 à 50. Ce qui est vraiment très problématique quand on est un club de milieu de tableau, voire même parfois de bas de tableau Ligue 1, et je pense que tu m'en voudras pas de le dire, surtout la saison dernière, avec certes un potentiel important. Il y a un truc sur lequel j'ai envie de m'arrêter parce que c'est super intéressant, c'est-à-dire que toi en tant que dirigeant d'entreprise, parce que le football est une entreprise, tu as positionné le point sur les blessures. Tu as dit voilà, ça c'est un problème, etc. Est-ce que par rapport à ça, tu as décidé de changer les choses en vue des années futures? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un remaniement dans le secteur médical? Est-ce que tu t'es dit, voilà, maintenant, même si ça ne fait pas plaisir, mon rôle de dirigeant d'entreprise, c'est de prendre des décisions et peut-être de virer une partie du staff médical qui posait problème? Est-ce que ça, à un moment donné, tu as aussi eu quelque part un peu la force de le faire? Alors, tu vois, on ne s'est pas concerté avant. Le plus frustrant dans ce qui s'est passé l'année dernière, le frustrant, c'est triste parce que c'est les joueurs qui en pâtissent, c'est qu'on peut absolument rien reprocher au médical et à la performance. D'accord. J'aurais préféré limite me dire on a mal bossé et en fait c'est notre faute parce qu'en fait il y a un côté plus rationnel. Quand Mohamed Darami percute un poteau en sélection nationale, même pas avec le club, 12 points de suture. On ne voit pas que derrière, quand il recouse, voilà, parce que ça peut arriver, il ne voit pas qu'il y a quelque chose de plus grave sur le genou. Et que derrière, bon, voilà, sans trahir le secret médical, il rentre dans plusieurs mois, voire plus d'une année, ultra compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Quand Yaya Fofana, malheureusement, il a joué sur des terrains, quand il était plus jeune, très compliqués. Il a une cheville où, en fait, il y a des petits os qui se baladent dans la cheville. Et en fait, ça revient, voilà, parce qu'il commence à enchaîner les matchs à haut niveau et qu'en fait, tu es plus sensible sur ces choses-là, que ces pathologies à la cheville reviennent. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand Reda Kadra fait une accélération contre le PSG,
où l'arbitre d'ailleurs lui dit monsieur levez-vous, il peut pas se lever, il fait une rupture de la plastie parce que son croisé, il a déjà eu un croisé au même genou, sa plastie, qui n'arrive jamais, la plastie du même genou cède. Wow. Donc aujourd'hui, Mohamed Darami, Yaya Fofana, Reda Kadra, le club ne peut absolument rien faire. C'est triste, tu peux juste accompagner tes joueurs dans cette période qui est ultra compliquée parce que la blessure pour un joueur professionnel, elle est dure, surtout ce type de blessure. Quand Joseph Okumu a une fissure à l'épaule, qu'est-ce que tu peux faire sur un choc? Qu'il revient, qu'il retombe sur un match exactement au même endroit. Le doc me dit, il y a 2% de chances que ça arrive. Et c'est arrivé à ce moment-là. Mais encore une fois, on ne va pas mettre tout ça sur les blessures. Il y a d'autres choses qui ont certainement qui auraient pu être mieux faites, etc. Mais encore une fois, quand tu es le Stade de Reims, c'est que tu perds des joueurs qui sont capables de changer les matchs, offensivement comme défensivement. Quand à la fin, il te manque un point, tu as mal à la tête. Quelle est l'erreur que tu as faite que tu penses que tu aurais dû justement réaliser autrement, ce qui t'aurait permis, par exemple, de permettre à ton club d'aller mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu dis, là, maintenant, Mathieu, tu aurais dû mieux faire et je vais en prendre une leçon pour l'avenir et c'est des choses sur lesquelles je vais travailler? Est-ce que, avec le temps, je suppose que tu es là depuis 2009, donc tu as dû en vous faire des choses? C'est trop facile, en fait, parce que j'aime pas raisonner comme ça, parce que c'est trop facile dans notre activité de faire les choses a posteriori. Dire ah ben finalement moi j'aurais mis ce joueur plutôt que ce joueur, non mais c'est important de le dire parce que ça permet de progresser derrière. Tu le sais, en fait on est dans une activité où il y a beaucoup d'humains, où il y a des choses qui sont complètement impalpables, irrationnelles par moment, et en fait au moment où on fait les choses tous, on pense que c'est la meilleure chose à faire. Quand un entraîneur fait l'équipe, quand on prend des décisions, voilà, on pense qu'à ce moment-là c'est les meilleures choses à faire. Donc raisonner a posteriori, c'est juste se faire du mal. Parce que je considère, comme tu l'as dit, si dans le secteur médical, on avait 5-6 joueurs qui avaient pété musculairement, là, il y a des décisions à prendre. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui, malheureusement, sont la faute à pas de chance. Et après, il y a un élément qui est toujours dur dans le football. Et encore une fois, je ne vais pas incriminer un entraîneur. Mais pour moi, dans le football, ce qui est dur, c'est toujours les successions d'entraîneurs. L'après. Mais tu le vois dans la plupart des clubs. Parce qu'en fait, il te faut un entraîneur, non pas qu'il soit bon, il y en a plein de bons, mais qui correspondent à ton club, à ton ADN, à ta manière de fonctionner. Et c'est pas facile. Et mine de rien, l'après Will, il n'a pas été simple. Will Steele, ouais, il n'a pas été simple. Il avait pris aussi beaucoup de place, il avait ses qualités, il avait ses défauts, mais l'après, toujours, le lendemain, est toujours compliqué. Est-ce que c'est parce qu'il balisait peut-être toute une série de paramètres au quotidien qui étaient faits et qui ont été difficilement remplacés à un moment donné? Non, ça non, parce que là, pour le coup, ça permet de parler de la structure. Will, aujourd'hui, pour le coup, Dieu sait qu'on l'a lancé, on est allé le chercher, et encore une fois, le choix, on ne le regrette pas. On est allé chercher en tant qu'adjoint d'Oscar Garcia, il est parti au bout de 2 mois. Il est revenu et on était ravis qu'il revienne. Dans des circonstances malheureusement tragiques, on lui a confié l'équipe. Il a performé, mais il a surtout eu une structure derrière lui. Une structure extrêmement forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la structure club, c'est 15-16 personnes. Adjoints, vidéo, performance, data. Donc il a été accompagné par une structure club extrêmement forte, ce qui a permis à un jeune entraîneur aujourd'hui de performer, parce qu'il a des qualités, mais aussi parce qu'il a eu une structure extrêmement saine et extrêmement forte derrière lui. Et en tant que dirigeant, le drame qu'a vécu notamment Oscar Garcia, comment est-ce que toi tu l'as géré? Comment est-ce que tu as mis en place justement tes assets, tout simplement ton mode de management pour faire en sorte que malgré que on soit vraiment dans le pathos et que c'est difficile humainement, tu puisses permettre au club de continuer à avancer, etc. Tu le gères pas. Déjà à titre personnel tu le subis, mais toi tu subis rien comparé à ce que vit la personne qui est à tes côtés. C'est terrible. Moi, c'est une de mes pires expériences en tant que dirigeant. Parce que tu as quelqu'un qui se réfugie dans le travail, et je peux le comprendre, on le fera moins, mais qui en même temps a plus la lucidité pour gérer l'équipe.
Ce qui est normal, en fait. Encore une fois, j'ai pas d'enfant et déjà, rien que d'en parler, voilà, ça me glace le sang. Ce qu'il a vécu, c'est terrible, mais à un moment donné, la meilleure des solutions, c'était qu'il soit auprès de ses proches. Voilà, c'est même plus une question d'entraîneur, pas entraîneur, de est-ce que c'est l'homme de la situation, c'est qu'en fait, voilà, on est dans quelque chose en fait qui nous dépasse et que je souhaite à personne. Et à ce moment-là, en fait, il faut juste qu'il soit auprès des siens. Et c'est comme ça que tu lui as communiqué? Oui, mais il n'y a pas de bonne façon de communiquer, sincèrement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Mais le foot, en fait, des fois, on devient fou avec ce métier. Mais là, je vais être vulgaire, mais putain, c'est accessoire. C'est quand il se passe des choses comme ça, c'est... Mais je comprends, en fait, que tu veuilles un exutoire et que tu te réfugies dans le travail, mais ça c'est pas le propre au foot, c'est propre où dans la vie tu as des problèmes, et ben en fait tu vas des fois te réfugier dans la valeur de travail, voilà, mais c'est parfois pas la bonne solution. Ouais, c'est clair, c'est clair. On en parle, on continue à parler du Stade de Reims, bien sûr. Mathieu Mercier d'être avec nous. Pour ceux qui nous suivent sur LN24, ce sera juste après ceci. Et donc on est de retour avec Mathieu Lacour. Ça te dit, tu vois, ça rime, hein, ça tombe bien, directeur général du Stade de Reims. Mathieu, comment est-ce que tu me parlais tout à l'heure du nombre de cash que tu devais récupérer sur une saison ordinaire du côté du Stade de Reims. Comment tu as fait pour assurer la viabilité financière de ton club quand il est passé de la Ligue 1 à la Ligue 2? C'est quoi les process que tu as mis en place? Pour le coup, on essaye toujours d'avoir un petit peu d'avance. Parce qu'en fait, on considère que l'accident sportif peut arriver, que l'accident économique, on l'a vu avec les droits télé, peut arriver. Ça peut aussi arriver avec des sponsors, même si ça représente une part moins importante dans les budgets. Et donc, c'est à ça que nous sert le trading. Encore une fois, pas un enrichissement, j'ai envie de dire, personnel. Voilà, le président est un bénévole depuis 20 ans. Il aime profondément son club. Et je pense qu'on a prouvé le centre d'entraînement, c'est visible, c'est tangible. Voilà, aujourd'hui, on a un des 3 plus beaux centres d'entraînement de France avec le Paris Saint-Germain et certainement Lille. On a une académie qui fait que grandir de jour en jour. On a un groupe Pro 2 qui est, je pense que toi, vu de la Belgique, tu peux en parler de ce groupe Pro 2 qui est envié et copié par pas mal de clubs aujourd'hui, même en Europe. Voilà, c'est des choses qu'on a essayé de bâtir, de construire. Et à côté de ça, on a essayé de mettre aussi un petit peu de côté pour des moments où ça irait moins bien. Et aujourd'hui, la grande fierté, c'est pas d'être descendu en Ligue 2 évidemment, mais la grande fierté, c'est de te dire que sur l'administration, tu n'as licencié personne, économiquement, que sur l'académie, au moins sur l'année qui arrive et certainement sur l'année prochaine, si jamais on devait avoir le malheur de rester en Ligue 2, on pourrait assumer le même niveau sur l'académie, sur le groupe Pro 2, sur l'administration, parce qu'en fait derrière, encore une fois sans faire pleurer, ben, tu as des gens qui ont du stress, qui ont des familles, qui ont des investissements, donc voilà, et qui sont soumis à un aléa sportif, même s'ils ont fait le choix de travailler dans ce club-là, ils ne sont pas directement impliqués dans le sportif, donc en fait ils le subissent plus qu'ils ne sont acteurs de ça. Et très rapidement, on a essayé de les rassurer en disant que sur l'année qui arrivait, ben, il n'y aurait pas de licenciement, que si ça devait durer une deuxième année, avec le mercato qu'on a fait cet été, qui est plutôt réussi sur le plan, j'ai envie de dire, des sorties, et ben, en fait, on pourrait certainement pouvoir assumer une deuxième année où on maintient les emplois. Et encore une fois, pour moi, si tu ne maintiens pas non plus le niveau de vie de l'académie, en fait, ben derrière, là, tu as vraiment des talents incroyables qui sont en train d'arriver. Il faut qu'on leur permette de se développer de la meilleure des manières. C'est ça qui est dur, hein. C'est de continuer, malgré ce qui s'est passé, qui est dur à vivre, de continuer le développement, même si on est en Ligue 2. Et pareil, de continuer avec ce groupe Pro 2, où moi je suis très fier de voir sur le début de saison ce que donnent des garçons comme Martial Kia, comme Zabi, comme Abdoul Koné, qu'on a mis peut-être un petit peu plus de temps à faire émerger, mais encore une fois, il y a une course aujourd'hui à la précocité, au jeunisme. Mais moi, comme on le dit, si le garçon il est prêt à 19, 20, 21, 22 ans, l'essentiel c'est qu'à un moment donné il soit prêt et qu'il soit prêt à jouer au haut niveau. Course au jeunisme, parce que
course à la rentabilité aussi. Plus le joueur est jeune, plus il s'adapte rapidement, plus il devient un joueur majeur dans l'équipe première, plus rapidement les clubs vont être intéressés et plus haut sera sa valeur marchande. En fait, c'est ce chemin-là. Ouais, je sais pas, parce que regarde aujourd'hui le joueur qui a été vendu le plus cher de l'histoire du club, c'est Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, il était jamais en équipe de France. Alors, tu me diras, il faut être dans la bonne. Il a prouvé qu'il était directement dans la bonne, mais Hugo, il a fallu qu'il fasse une saison hors norme au Stade de Reims pour être péniblement pris au Festival de Toulon, au tournoi de Toulon, et puis ensuite avec les espoirs. Et à la fin, c'est quand même lui qui est là à l'arrivée. Donc, et c'était peut-être pas en termes de précocité, c'est peut-être pas celui qui a battu les records. Nathanaël Mboukou, qui est un top garçon, un top joueur, a battu chez nous beaucoup plus de records de précocité, équipe de France, etc., qu'Hugo Ekitike. Et il n'a pas fait la même carrière. Et à date, encore une fois, moi j'insulte jamais l'avenir parce que le football, faut vraiment sur ces aspects-là faire preuve d'un peu d'humilité, mais vraiment. Non, mais j'ai pas dit que c'était un mauvais joueur, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai à l'instant T, oui. À l'instant T, t'en as un qui attend de l'équipe de France et de Liverpool, et t'en as un autre qui aujourd'hui rebondit et plutôt très bien à Montpellier en Ligue 2, mais c'est sûr que la trajectoire est pas la même. Ouais, c'est ça, exactement. Faut quand même aussi qu'on dise une chose, c'est que ton système, celui que tu as mis en place, qui marche fortement bien avec le trading, ne serait pas viable, du coup, si il n'y avait pas de vente. Ce ne serait pas possible, en fait, pour toi de continuer à fonctionner de cette manière-là, à ne pas avoir des coupes budgétaires dans le social, dans les employés, etc., si vous ne vendiez pas. Tu ne peux pas imaginer une saison sans vente de joueurs au Stade de Reims, on est d'accord quand même. Alors, on peut l'imaginer, parce qu'on essaye toujours d'avoir un petit peu, comme je l'ai dit d'avance, et justement de ne pas être pris à la gorge en disant il faut absolument vendre, parce que derrière tu te mets une pression. Oui, mais quand même. Qui est pas bonne. Mais effectivement, ça fait partie aujourd'hui encore plus avec ce qui se passe sur la crise des droits télé. Parce qu'encore une fois, quand les droits télé étaient là, on a fait du trading, parce qu'à un moment donné, on sait qu'on a un club étape et tu ne peux pas retenir les joueurs. La vérité, c'est que tu ne peux pas les retenir. Ou si tu les retiens, ben en fait, tu n'as pas la bonne version l'année d'après du joueur, bien souvent, malheureusement. Parce qu'il est encore perturbé par un transfert avorté, par un club où il aurait certainement franchi une étape. Donc en fait, mais ça nous permettait de faire du développement. C'est-à-dire que la saison, on vend beaucoup à l'époque, il y a encore les droits télé qui sont là. Alors après, on peut encore débattre des joueurs qui ont été ciblés et achetés. Ça, on peut, moi je suis prêt à tout. Mais tu achètes Mohamed Darami, qui pour moi est un top player. Tu achètes Nakamura. Tu achètes Joseph Okumu, que vous connaissez en Belgique. Avec un projet de jeu où le coach veut jouer un petit peu plus haut et il te faut un garçon avec des qualités fortes de vitesse. Et Okumu, je pense qu'en Europe... sur les 3 premiers mètres, c'est létal, hein, c'est clair. Voilà, donc tu achètes Teddy Thomas qui sort d'une saison avec l'USG, mais exceptionnel. Donc tu essayes de réinvestir le trading dans des joueurs à fort potentiel, peut-être un petit peu plus près que tous tes jeunes talents, même si tu les couples à tes jeunes talents, pour essayer de franchir le cap. Voilà. Et ensuite, voilà, on l'a dit, il y a la crise des droits télé qui rebat un peu les cartes. Moi, aujourd'hui, juste, on va adapter le modèle. Il faut juste quelques mois pour se remettre en ordre de marche quand les choses, elles changent aussi vite, en fait. Donc, Mathieu, aujourd'hui, c'est 1, les ventes de joueurs, 2, les droits télé, et 3, le merchandising, si je comprends bien. Sponsoring, merchandising. Ouais. Sponsoring, on a eu la chance d'avoir un sponsor japonais, de faire 2 tournées au Japon. Enfin, je veux dire, au-delà de l'aspect financier, l'expérience de vie qu'on a vécue tous ensemble, elle est fabuleuse. C'est pour ça que ça t'a donné envie d'acheter de plus en plus de joueurs japonais, parce que il peut, et sans être évidemment dans l'hypocrisie, c'est important que tu le dises aussi, il peut y avoir un intérêt, qui est également un intérêt marketing, au fait de faire venir des joueurs japonais. Ils sont très bons, hein. Nakamura et Junya Ito, avant qu'ils partent du côté du KRC Ken, qui étaient très bons aussi. Il y a un intérêt sportif, mais il y a aussi un intérêt financier derrière qui pourrait amener d'autres sponsors. On est d'accord là-dessus? Eh bien, absolument pas. Bon. Alors non. Sérieux? Je vais te dire la vérité. Ouais. Comme quoi, des fois, on peut raconter... Je pourrais te raconter une belle histoire en disant qu'on avait anticipé. On était juste amoureux de Junya Ito à Genk, que tu connais. Ouais. Je crois que la saison, on le recrute, il fait 32 statistiques. D'accord. 22 passes D, 10 ou 11 buts. Le joueur le plus efficace de la Pro League en 2019, ouais, effectivement. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel, ces statistiques. Et juste, Junya, c'est un joueur où on pense qu'il va permettre, au même titre qu'on l'a dit avec Darami, avec Nakamura, avec Teddy Thomas, qui va nous permettre de franchir un cap.
c'est un joueur qui est âgé, dont on sait que le potentiel revente n'est pas là comme pour les jeunes, mais on se dit, on s'achète un joueur de stats. Les matchs où on est un peu moins bien, hop, ça clique vers l'avant. Ouais. Et en fait, Junia, on avait sous-estimé la popularité qu'il avait dans son pays. D'accord. On savait que c'était un joueur international, qui avait une belle cote, mais en fait, tu te rends compte qu'il a une popularité bien plus importante que Kubo, que Minamino, que des joueurs qui aujourd'hui sont dans des clubs peut-être plus huppés. Et en fait, le sponsor japonais est venu nous trouver par rapport à Junya Ito, on ne l'avait pas imaginé. Ah, ok. Et Nakamura, quand on le recrute, c'est un joueur sur lequel on est depuis plusieurs mois, bien avant même d'avoir les sollicitations sur le sponsoring de Junya Ito. Ouais, ok. Donc, c'est ultra marrant parce qu'en fait, on fait 2 Japonais coup sur coup, mais en fait, vraiment sur la partie sportive, et on n'imagine pas du tout que ça puisse avoir ses répercussions en termes de merchandising. Après, évidemment, quand on l'a mesuré, on l'a entretenu, et on a continué à surfer sur ça. Et Sekine, c'est un petit peu différent, où lui, c'est un joueur vraiment qui évolue au pays, et le fait d'avoir, en fait, été là-bas, commencer à voir le championnat, mesurer la valeur des équipes qui sont vraiment des équipes de grande valeur. C'est important que tu nous en parles. Savoir un petit peu ce que tu penses aussi de ce championnat. Et non, c'est un championnat qui évolue et où il y a des joueurs vraiment de grande valeur. Et pour moi, on va en voir de plus en plus aujourd'hui qui vont arriver en Europe. C'est déjà le cas. Hein. Mais voilà, si tant est que certains aient la volonté d'y aller, hein, parce qu'ils ont un beau championnat, ils ont un beau territoire. Et Sekine, par contre, c'est plus effectivement par rapport à notre partenariat, au fait d'aller voir là-bas les matchs, le championnat, où on l'a repéré, on voyait que c'était un garçon qui avait des qualités supérieures. D'ailleurs, il fait 2 mois chez nous, il devient international. Donc voilà, il était déjà dans les radars, mais peut-être que lui, s'il n'y avait pas eu toute cette partie sponsoring tournée, il n'aurait pas atterri chez nous. Il y a une chose qui est hyper intéressante, c'est aussi la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui dans Off, c'est cette capacité forcément à vendre, mais surtout, le Stade de Reims aujourd'hui, c'est véritablement devenu un pôle dans lequel on va chercher beaucoup de talents, et dans lequel il y a notamment des transferts qui sont très médiatisés et très intéressants. Je pense notamment à Valentin Tangana, parce que Valentin Tangana, je ne vais pas dire qu'il avait toute la terre sur lui, mais il y avait le VfB Stuttgart, il y avait le Racing Strasbourg qui a énormément poussé, vous aviez eu des négociations, etc. Puis finalement, l'un disent que c'est des problèmes liés à la santé du joueur, et notamment un médical raté du côté de Londres. D'autres disent qu'effectivement, c'est juste que vous n'aviez pas encore trouvé d'accord entre clubs, donc du coup, le deal ne se fait pas. Et puis, il y a Al Ahly qui arrive avec 25 millions d'euros. C'est un transfert absolument dingue. Il faut que tu me racontes un petit peu comment tu l'as vécu toi. Et après, on verra, on viendra sur les conséquences directes pour la structure Stade de Reims. Vécu, t'es dans un tourbillon où Valentin, tu penses que c'est un des joueurs qui va partir très rapidement à l'image de Sanguinoa au PFC. Parce que on a beau faire c'est le paradoxe. Hein. On fait une saison où on est relégué. Et je pense qu'on n'a jamais reçu autant d'offres importantes pour nos joueurs. Ouais. C'est complètement paradoxal. Et le dernier jour de Mercato, on reçoit des offres absolument stratosphériques pour Zabi et pour Nakamura, qu'on choisit de refuser. Vraiment, ce que des fois on nous dit, le trading, mais on garde notre ligne de conduite avec le président. Voilà, qu'il y a des joueurs qui doivent rester avec nous 1 an pour nous aider dans l'objectif de remonter. Nakamura en fait partie. Voilà, parce que c'est un joueur majeur, parce que c'est un joueur de statistiques, et qu'en fait tu remontes avec des joueurs qui à mon avis te changent les matchs. Parce que Zabi, c'est un petit peu différent. Il est arrivé il y a 6 mois d'une académie, et que laisser partir un de tes jeunes talents au bout de 6 mois, je dis pas qu'on le fera pas un jour, parce que il y a des moments où il peut y avoir un contexte compliqué avec le joueur, ou un contexte compliqué économique, et que tu peux pas dire que je ferai jamais ça. Ouais. Mais philosophiquement, à partir du moment où tu as fait tes ventes, tu peux pas laisser partir ce qui est certainement ton meilleur joueur de statistiques, qui est Nakamura, et un de tes plus gros potentiels de l'académie avec Martial au bout de 6 mois. Donc on est très ferme, et en fait les sommes n'auraient rien changé, parce que c'est des sommes qui ont vraiment été, et les chiffres qui sont dans les journaux sont juste très très importantes. Donc voilà, après moi j'ai rien de plus à dire sur ces aspects-là, tu vois. C'est à Tangana. C'est 25 millions d'euros qui rentrent directement. Pas directement, c'est un échéancier. Ça, là aussi, on est payé au fil
au fil de l'eau. Et ce que tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'était eu au téléphone, tu m'as dit c'est bien parce que c'est un transfert qui va nous permettre de souffler aussi. Oui. Qui nous donne aussi de l'air, qui donne un ballon d'air et qui va pas tout de suite nous mettre la pression si on a par exemple une offre de tout de suite devoir vendre le joueur parce qu'on a ça et à la fois en même temps, et ça tu l'as dit tout à l'heure, on peut garder aussi à flot nos salariés, on peut garder notre budget salarié, on n'est pas obligé de virer à cause de, notamment grâce à ça. On a très bien vendu cet été et Valentin est le facteur X qui te permet de dire on licencie personne cette année, on garde les mêmes moyens de l'académie et on pourra le faire l'année prochaine. Si jamais il y a une mauvaise nouvelle d'être en Ligue 2, avec Valentin, on pourra le faire l'année prochaine. Et ça, mine de rien, de te dire que tu as déjà 1 an d'avance, c'est quand même loin d'être neutre. Après, voilà, Ali arrive. Les autres clubs ne sont pas passés à l'action, ou pas assez fort, ni pas assez concrètement. Et Strasbourg, je ne m'exprimerai pas sur le sujet, mais je pense qu'ils savent là où ils ont été défaillants. Oui, c'était assez tendu, en effet, dans ce dossier, Mathieu, je me rappelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Stade de Reims peut devenir très très important au regard justement du marché saoudien. Pourquoi ? Parce que la nouvelle stratégie des Saoudiens, elle va vers des achats comme ceux de Valentin Tangana. C'est d'aller chercher sur des joueurs de 18, de 19 ans. On l'a vu notamment avec Simon Boisbré, dont on recevra l'agent dans les prochaines semaines. Que aujourd'hui, c'est pas nécessairement le nom d'un joueur ou son positionnement. On va pas chercher que des stars, quoi. On va aller chercher des joueurs à très fort potentiel qui peuvent se développer et faire développer sportivement le championnat. Et là-dessus, le Stade de Reims, forcément, va être à chaque fois une cible des Saoudiens. Parce que vous êtes quand même un des clubs qui post-forme le mieux, avec des joueurs qui directement arrivent à s'adapter. Et ça, c'est la grande force du Stade de Reims, je trouve. C'est cette capacité à passer de jeunes à équipe adulte très bien, grâce notamment à votre Pro 2. Oui, c'est ça, c'est vrai. Le championnat saoudien est en train de se développer. Moi, il y a une première chose, c'est les choix des joueurs déjà. Les joueurs, leurs agents, leurs entourages. C'est-à-dire que voilà, à aucun moment, si le joueur, nous, n'avait pas souhaité y aller, on aurait poussé. Parce qu'encore une fois, à la fin, moi, j'essaye de ramener un maximum d'options où je me suis mis d'accord avec les clubs aux joueurs. Après, c'est lui et ses accompagnants, j'ai envie de dire, qui font le choix. Mais aujourd'hui, le marché saoudien, il est en développement, mais il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Parce que tout le monde veut vendre au marché saoudien en pensant que c'est des gens qui peut-être ne connaissent pas le foot ou surpayent les joueurs. Mais dans la réalité, combien de joueurs qui évoluent dans des bons clubs en Europe sont partis dans le marché saoudien? Pas tant que ça. Ils ciblent. Contrairement à ce qu'on pense, ils ciblent. Aujourd'hui, la fierté, c'est de dire qu'on a envoyé 2 joueurs qui ont rejoint 2 top clubs du championnat saoudien, Neom et Al Ahly, voilà, pour Amadou Koné et Valentin Tangana. Combien de joueurs du championnat de France ont signé alors que les clubs français veulent absolument vendre leurs joueurs là-bas? je pense, sans me tromper, qu'il y a eu Boisbré, Nathan Zézé. Ouais, voilà, c'est ça. Le nom m'échappe du gardien de Nice, mais ça va me revenir dans 2 secondes. Boulka. Du côté de Neom, ouais. Amadou Koné et Valentin Tangana, je pense. Et Enzo Mio. Mais Enzo Mio est un Français, mais qui évolue en Allemagne. Exactement. Mais il n'y a pas eu tant de transferts que ça au niveau européen. Mais le fait qu'on soit ciblé alors qu'on est un club qui descend de Ligue 2, prouve la manière dont on travaille, prouve la qualité de nos joueurs. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est intéressant. Et il y a aussi, comme je le disais, et là je vais aller vers la manière qui est pour moi hyper intéressante. Vous êtes un des meilleurs clubs en Europe pour passer justement de la post-formation de joueurs africains vers directement la Ligue 2. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place, qui pour moi est assez fascinant. C'est la manière dont vous avez le processus de arrivée du jeune talent venu d'Afrique. Il s'intègre dans le groupe, certainement d'abord de l'équipe réserve, et puis ensuite l'équipe première, et après il performe. Est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi les secrets, en fait, justement, de cette formation réussie? Alors, bien sûr, bien sûr, je ne sais pas s'il y a des secrets, sinon tout le monde prendrait la recette et la copierait. Déjà, je voulais revenir sur le dossier Valentin Tangana une petite seconde. Là aussi, pour dire que le championnat saoudien, aujourd'hui, je pense que le regard, il a changé. Ouais. C'est que Boisbré, Zézé à Tangana, ils continuent d'être en équipe de France Espoir. Donc,
Là aussi, je pense que les regards ont changé d'une manière malgré tout globale. Oui, après, quand Didier Deschamps reprend N'Golo Kanté, ça donne envie aux gens qui sont entraîneurs de l'équipe de France dans les niveaux, catégories d'âge différentes, de s'inspirer de lui. On sait l'impact et l'influence qu'a Didier Deschamps. Peut-être que si Didier Deschamps n'avait pas pris Kanté, tu vois. Avant qu'il reprenne N'Golo Kanté, sur la liste de septembre, après les transferts de Boisbré, Zézé à Tangana, les 3 sont convoqués. Ok. Liste de septembre et N'Golo Kanté, il n'est pas repris en équipe de France. Non, c'est intéressant. Donc pour moi, déjà, les regards ont changé. Ça, c'est vraiment important. Et tu me posais quoi comme question, rappelle-moi? Non, en fait, je m'intéressais à la méthode qui est la vôtre pour permettre à s'adapter aux joueurs de talent africains que vous avez réussi justement à faire performer. Alors tu vois, là, je vais faire aussi peut-être prendre le contre-pied ou faire un mea culpa. Tu sais que c'est parti d'un échec. Ok. Parce que le club, on le construit depuis 15 ans. Voilà, on est parti de rien. On essaye petit à petit de mettre pierre après pierre, mais voilà, de le faire avancer. C'est vraiment, on l'a en nous, de le faire grandir, de le faire avancer. On a vraiment ça qui est ancré. Et le premier joueur vraiment africain à potentiel qu'on a recruté, on n'était pas prêt. À plein d'égards, on n'était pas prêt. Plein d'égards. On a été bienveillant. Par contre, ça c'est un maître mot, mais il nous manquait encore plein de choses. Il nous manquait aussi d'aller plus régulièrement là-bas, de comprendre les choses. Et c'était Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, qui aujourd'hui est un joueur très fort, majeur. Certainement un des joueurs, un des jeunes joueurs qui est arrivé du continent africain les plus forts depuis 10 ans. Et Zambo, il a fait qu'un an chez nous. On n'a pas réussi et pourtant, Dieu sait que c'est un garçon. Vous avez appris de l'erreur ça pour avancer derrière, quoi. Quand on a vu la trajectoire qu'il a eue, on a vraiment eu beaucoup de réunions en interne en disant qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on a fait pour passer à côté? Il faut que ça se passe plus, quoi. En fait, c'est pas du foot. Ok. C'est pas du foot. Et moi, s'il y a une recette, un maître mot que je dois donner, c'est juste un mot: la bienveillance. La bienveillance, en fait, on parle pas de foot. C'est dur de passer de l'autre côté. La pression quand tu es allé régulièrement en Afrique, rencontrer les joueurs, leur famille, tu sais que la pression de la réussite, elle est énorme. Et en fait, le maître mot, c'est proximité et bienveillance. Et après, le reste, évidemment, on va mettre plein de choses en place, technico-tactique, développement, nutrition, sommeil. Voilà, ça, tu peux rentrer un peu dans les détails, ça m'intéresse en fait, ce que vous mettez en place. Parce que je me rappelle notamment d'amis qui étaient notamment recrutés par le Standard de Liège, je peux le dire, qui étaient sud-américains et dont l'objectif était tout simplement de chaperonner les joueurs qui venaient d'Amérique du Sud pour leur permettre de se développer. Est-ce que par exemple, pour une meilleure adaptabilité du profil et du joueur, vous faites appel à ce genre de personnes? Ça peut nous arriver, mais en fait, là, en interne dans le club, on a des gens qui culturellement peuvent se rapprocher. Et puis, encore une fois, même si culturellement, tu ne te rapproches pas, l'écoute, la bienveillance, moi, ça m'arrive de leur parler. Le président, ça m'arrive de passer quelques minutes. Le directeur sportif régulièrement. Wassil, qui est notre chef recruteur, notamment sur la Pro 2 et l'Académie, qui passe énormément de temps avec eux. Qui a passé aussi énormément de temps avec un joueur comme Diacon, qui n'est pas un garçon qui arrive d'un autre continent, mais qui est un garçon qui arrive d'un parcours très compliqué, qui a été sorti du football professionnel et qu'on remet dans le foot pro et qui a besoin d'accompagnement et en fait qui a besoin de se sentir aimé. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le maître mot, on va mettre plein de choses en place. Ça, on sait faire et plein de clubs savent faire. Mais en fait, c'est l'avantage d'être un club familial, en fait, d'avoir ce côté où tu es bienveillant parce que en fait, tu sais qu'il y a une pression, tu sais qu'il y a l'obligation de réussir, mais encore une fois, pas que pour des joueurs qui arrivent du continent africain. Je pense que Momo Diacon, il avait aussi cette pression de réussir vis-à-vis de plein de choses. Et comment, en fait, tu essayes de les accompagner. Parce qu'en fait, le joueur de talent, tu le formes pas, tu le post-formes pas, tu l'accompagnes. Mais l'accompagner formellement, ça s'exprime comment? C'est ça qui m'intéresse. Mais en fait, ça s'exprime comment? Moi, quand on a monté le groupe Pro 2, le maître mot, ça a été accompagnement. Mais justement, je vais t'expliquer, les premiers joueurs qui ont été dans nos groupes Pro 2, on a eu une chance de fou. On a eu El Bilal Touré, Nathanaël Mboukou, Boulaye Dia quasiment en même temps.
Et les 3 ont joué en Ligue 1. Attends, Bilal Touré, c'est un joueur. Hein. Et Boulaïdia, c'est pas un joueur. Ouais, et Mboukou, c'est un des plus gros talents français. Qui joue du côté de la Lazio maintenant. Exactement. Ouais, tout à fait. En même temps. Sauf qu'en fait, Boulaye, il arrive de Jura Sud. 2 entraînements, 3 entraînements par semaine à Jura Sud. Ok. El Bilal Touré, il arrive de son académie qui travaille très bien en Afrique, qui est AFE. Mboukou, il arrive d'un parcours beaucoup plus classique. Clairefontaine, jeune talent, il surclassé à chaque... Mais en fait, dans l'arrivée du groupe Pro 2, tu crois que tu travailles de la même manière avec ces 3 garçons? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Et justement, c'est comment, en fait, on dit, ok, les 3, ils ont des qualités très au-dessus de la moyenne pour le haut niveau. Par contre, ils ont besoin de choses très différentes. El Bilal, par exemple, il a besoin d'apprendre ce qu'est la prévention. C'est-à-dire que activation avant l'entraînement, 1 heure, prévention, il a un corps d'athlète, mais par contre, tu dois aussi, c'est une mécanique de haut niveau, tu dois aussi apprendre à faire écouter ton corps, à t'activer. Donc ça, c'est du travail avec les kinés pendant des semaines pour s'activer en salle. Comment on fait? Le sommeil, la nutrition. Il mange pas mal, mais juste, il sait pas comment constituer son assiette. Boulaye, il a besoin de se muscler. Aujourd'hui, en fait, la salle de muscu, avec un programme vraiment spécifique où en même temps, tu n'altères pas ses qualités naturelles de vitesse, mais tu as besoin de le gainer haut du corps, il résiste un peu plus au duel. Nathanaël, tu as besoin peut-être que dans ce parcours un peu lisse, il se fasse un peu plus mal. Donc, de choses un petit peu plus où il rentre dans le dur parce qu'il a toujours été au-dessus. Et en fait, c'est comment tu identifies pour chaque joueur ce dont ils ont besoin, pas ce dont ils manquent, parce qu'encore une fois, c'est des joueurs qui ont déjà beaucoup de choses, mais là où tu vas pouvoir te dire, on les développe pour le très haut niveau. Je me rappelle d'une histoire d'un ami joueur international ghanéen qui s'appelle Benjamin Tété, qui est un joueur qui est passé par le Sparta Prague. Je connais un petit peu. Voilà, un joueur que tu connais un petit peu. Et Benjamin, en fait, le grand problème de Benjamin, c'est qu'il n'arrivait pas à manger européen. Benjamin mangeait toujours ghanéen et il n'y arrivait pas en fait à s'adapter d'un point de vue culinaire. Et ça lui a parfois causé des problèmes, notamment des carences, parce que à chaque fois il avait son énorme pot de mayonnaise à côté du truc. Pourtant, il fait 2 mètres, les calories il les dépense, donc c'est pas qu'il était gros du tout, mais c'est juste qu'à un moment donné, son corps avait besoin d'autre chose et il n'y arrivait pas. Ça aussi, ça fait partie de la responsabilité d'un club, de faire réveiller le joueur de ce point de vue-là en disant « Eh oh, faut que tu te réveilles, quoi. À un moment donné, faut que tu avances, quoi. » Mais encore une fois, c'est pas réveiller, c'est accompagner. Ouais. Par contre, moi, Benjamin Tété, la seule fois où j'ai mangé avec lui, on a mangé un bon morceau de viande. Oui, mais au restaurant, il peut pas choisir de manger ghanéen, c'est à la maison. Il était top et encore une fois, il faisait très attention. Mais pour l'anecdote, c'est au tout début qu'il commence à performer avec Prague. On n'a pas réussi à faire le deal parce que Prague était un club un petit peu compliqué à ce moment-là. Ça. Mais on mange avec ses agents et lui au restaurant à Prague. Et donc on parle en anglais tout le meeting. Et puis à un moment donné, avec le directeur sportif, on se met à parler en français entre nous. Et encore une fois, on parle du joueur, etc. Très bienveillant. Et il nous répond en français. Et donc on se rend compte qu'on a parlé en anglais depuis. Ben oui. Et il nous dit, mais ma femme est belge. Ouais, et c'est un garçon avec qui on a toujours gardé un petit peu de contact. Et il a une belle carrière. Mais pour moi, par rapport aux qualités qu'il a, je pense que dans le bon step, et encore une fois, sans se prendre pour le club, peut-être qu'on n'est pas, mais tu l'as dit, avec cet accompagnement, avec aussi des choses qui sont externes au Stade de Reims, la proximité de la Belgique où il est sa femme, donc en fait, tu as plus de repères, peut-être que c'est un garçon qui sera allé encore plus haut. Oui, bah c'est effectivement un ami et Manon, en fait, sa compagne s'appelle Manon. C'est une amie également. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a toujours eu une attache très proche liée au club francophone. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était allé du côté du FC Metz d'ailleurs. Il n'y a pas fait véritablement le succès qu'il y devait, mais c'est un joueur qui a un vrai talent. Je vais me concentrer sur justement... plusieurs joueurs maintenant. C'est intéressant d'analyser un petit peu ce que toi tu penses du championnat de Belgique d'une manière générale, mais surtout de certains joueurs, et notamment un recrutement, on en a parlé tous les deux, mais je trouve que c'est hyper passionnant que les gens le sachent, de Wout Faes. Parce que quand on a parlé ensemble de Wout Faes, tu m'as dit, moi, Wout Faes, j'ai été très clair avec lui, je savais où est-ce que je voulais aller, je lui ai dit, on a compris, et derrière, je comprends aussi un petit peu, par exemple, que, ça a été au top à un certain moment, ça redescend un petit peu plus bas actuellement, mais c'est parce qu'à un moment donné, chaque joueur a quelque part sa limite. Toi, comment tu évalues
le potentiel d'un joueur? Comment est-ce qu'on sait, quand on s'appelle Mathieu Lacour, que ce joueur-là, il va faire Leicester et il va pas faire Manchester City? Déjà, tu le sais jamais. Ok. Parce que la vérité, c'est que tu as des joueurs que tu vois très haut à un moment donné et qui peut-être ne vont pas au niveau où tu espères. Benjamin Tété, Nata l'aime beaucoup. Et encore une fois, Nata, c'est pas fini. Mais moi, je le vois aller très très haut. T'y crois? Enfin voilà, j'y crois. Après, c'est des joueurs qui font des belles carrières professionnelles, etc. Mais tu peux jamais le mesurer complètement. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans une carrière, dans une vie, qui peuvent t'amener au très haut niveau ou inversement, faire que tu restes un bon joueur, mais que tu vas pas à très haut niveau, que faut être vachement humble par rapport à ça. Concernant Wout, quand tu dis c'est on, parce que c'est la cellule de recrutement, c'est la direction sportive, c'est eux qui le voient beaucoup plus que moi, on en parle. Et je sais que le directeur sportif me dit, en Belgique, il fait n'importe quoi à Ostende, mais parce qu'en fait, c'est le pompier de service. Et comme c'est un garçon qui est leader, qui a une rage de vaincre, il colmate à son détriment. Mais il me dit, moi, je pense que... Ça joue contre lui. Ouais. Il dit structuré, c'est-à-dire que chez nous, on a Rajkovic dans le but. On a Younis Abdelhamid, qui est le taulier, qui est un garçon qui n'est pas le meilleur, mais qui bonifie les autres. Voilà. Et le temps qu'il a été là, il a bonifié les autres. Et tous les garçons qui ont joué à côté de lui sont allés au haut niveau. Alors lui, il a bénéficié. Il faut être très clair aussi. Il a bénéficié d'avoir des Axel Disasi, des Björn Engels, des Wout Faes, des Agbadou à côté de lui, parce que c'est quand même des top joueurs. Mais eux ont bénéficié aussi d'une force tranquille, de quelqu'un qui ne s'affole pas, qui parle et qui a un petit peu d'expérience et du coup qui permet d'être plus safe. Et nous, on a toujours dit, les mecs qu'on met entre Tom Fouquet et Younis Abdelhamid, en fait, tu peux te permettre d'avoir un joueur qui n'est pas encore complètement réglé. Encore une fois, c'est réglé. Le joueur, tu sais qu'il a du talent, tu sais qu'il va aller haut. Mais entre ces deux joueurs, qui sont des... Tu sais, ce qu'on appelle dans le foot les 5 sur 10. Ouais. Ils passent jamais à côté. Ouais. Tu te dis pas, c'est peut-être pas les meilleurs au monde, mais ils passent jamais à côté d'un match. C'est très rare qu'ils passent à côté d'un match. En fait, ce que tu cherchais chez lui, c'était une forme de régularité pour toi. Et entre les deux, ouais. De suite, il s'est exprimé. Et ça a été pareil pour Axel Disasi, qui faisait des petites erreurs, qui faisait des trucs. Il est arrivé entre les deux. Tom Fouquet, Younis... Parce qu'on a beaucoup parlé de Younis, mais moi, je te dis Tom Fouquet. Thomas Fouquet. Ouais, il a beaucoup apporté au club. Et humainement, et par sa régularité, et par sa fiabilité. Oui, qui n'a jamais vraiment eu, en Belgique, en tout cas chez nous, la popularité dont qu'il pouvait mériter, en fait. Il a été un joueur hyper important, qui est même passé, évidemment, en tant que titulaire, à un moment donné, chez les Diables Rouges. C'est pas rien. Oui, mais son passage à Anderlecht, en fait, a été un échec, et toujours, malheureusement, il a été relégué avec les moins de 23 ans d'Anderlecht, et c'est problématique pour lui. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne jouit pas je dirais, de la visibilité ou de l'image dont il pourrait jouir, parce que chez vous, il avait été fantastique, quoi. Il a fait des saisons absolument incroyables, des gros matchs contre le PSG, contre l'Olympique de Marseille, contre Lyon, je m'en rappelle. C'était un joueur important, quoi. Mais au-delà de la régularité, enfin au-delà des gros matchs, c'est la régularité, la fiabilité. Et humainement, un garçon... incroyable. Enfin, et quand tu achètes en Belgique... on peut lui rendre en Belgique la valeur qu'il a apportée au Stade de Reims, il faut vraiment lui rendre aujourd'hui. Quand tu achètes en Belgique, tu penses à ça? C'est ton maître mot? On achète belge parce qu'on achète de joueurs de réguliers? Non, ça dépend. Okay. Ça dépend des profils. Okay. Alors, pour le coup, Thomas, oui. Mais il y a d'autres profils, c'était pas ça. Voilà, il y a eu un peu tout. On a acheté beaucoup de profils différents en Belgique. Donc c'est pas le maître mot. Mais Thomas, c'était ça. Et moi, je te dis... aujourd'hui, un Wout Faes, on avait vu que s'il se structurait, ça pouvait être un joueur de haut niveau. Et pour moi, il est devenu un joueur de haut niveau. Il ne faut quand même pas négliger d'avoir touché à la Première Ligue, d'avoir touché à l'équipe nationale de Belgique et pas qu'un match. Je veux dire, à un moment donné, on a tendance à banaliser des choses. Ouais. C'est pas rien ce qu'il a fait, Wout. Ouais. Et je pense que cette assise qu'il a eue à côté de Younis et de Thomas l'a aidé avant que ce soit lui qui les tire vers le haut. Avant que ce soit lui qui ressorte et qui tire tout le monde vers le haut. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui
t'émeut particulièrement dans le championnat de Belgique, des joueurs qui pourraient rentrer dans la lignée, dans l'état d'esprit de ce qui pourrait être intéressant pour le Stade de Reims, parce que vous avez beaucoup acheté belge, hein. Vous avez acheté Léonie, vous avez surtout loué, prêté, mais après ça s'est pas très très bien passé, le jeune Burlet de Lille. Évidemment, Carole Gerhardt en tant qu'entraîneur. Évidemment, Samba Diawara est également là. Les joueurs qui sont passés par le championnat de Belgique et le Stade de Reims, évidemment, il y a Teddy Thomas ou Haute-Face, on l'a dit, Emmanuel Agbadou. Junia Ito, accessoirement. Junia Ito, accessoirement. Il y a également le Thibaut de Smet, qui aujourd'hui est au Paris FC. C'est ça, t'es à la maison ici. T'es à la maison en Belgique. Ah, je me sens bien, c'est pour ça que je suis venu. Non, mais j'ai l'impression vraiment que c'est comme si tu avais trouvé la formule que les autres clubs français n'ont pas encore trouvé. Tu vois ce que je veux dire dans ce championnat? Parce que si les autres, qui ont à peu près le même type de budget que vous l'avez fait, je pense qu'ils auraient eu également la même réussite. Parce que les joueurs en Belgique ont vraiment quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on appelle ça un championnat tremplin. Je suis d'accord. Et encore une fois, on a eu la chance de pouvoir attirer les top joueurs. Parce que pour moi, Joe Koumou, quand tu le prends quand même à Gand... Joseph Koumou, évidemment, j'allais oublier d'en parler. Et bien sûr. Teddy, quand tu le prends, évidemment, tu viens de le dire, Emmanuel Agbadou, peut-être qu'il est un peu sous-coté à Eupen comme les Faes avec Ostende. Mais la vérité, c'est que si tu regardes réellement le championnat, tu vois que c'est des joueurs très au-dessus de la moyenne. Et on a eu la chance de pouvoir attirer des garçons qui sont des top joueurs de Belgique. Voilà, donc je vais pas dire qu'on continue à le suivre parce que tu le sais qu'on continue à le suivre. Ouais, et je vais pas non plus révéler les joueurs qu'on aime bien, mais il y en a beaucoup qu'on aime bien. Okay. Je peux pas avoir mon scoop aujourd'hui, d'accord. J'aurais essayé. Mais tu sais que c'est un compte championnat. Et encore une fois, je trouve qu'on est à proximité, on est à côté. Ouais. Ça a du sens. Ça a du sens parce que tu as parlé de Théo Léoni qui est le dernier arrivé dans l'adaptation. Voilà, son papa est là régulièrement, ses agents peuvent venir, lui il peut faire un aller-retour aussi en Belgique. Je veux dire, il y a ce côté familial. C'est la première fois qu'il part d'Anderlecht, qui est un grand club. Nous, on le suit depuis qu'il a 19 ans. Ses agents, ils ont dit, mais on avait plein de projets sur la table. Mais à un moment donné, c'est tombé sous le sens. Alors, il y a eu le petit truc de vous êtes relégué en Ligue 2, donc le petit temps d'hésitation, j'ai envie de dire. Ouais. Mais il dit sinon, en fait, ça fait 5 ans qu'on parle. Toutes les fenêtres de Mercato, il parle avec Paul-Édouard Caillot, notre directeur sportif. Ouais. Donc, ils disent à un moment donné, vous n'êtes pas arrivé le dernier jour du Mercato en disant « Ah, Théo Léoni, c'est un bon petit joueur, ça nous plaît. » Non, on vous connaît par cœur. Ça aussi, potentiel d'attractivité, est-ce que tu en as parfois souffert en étant en Ligue 2 cette saison, cet été, dans les discours, dans les coups de téléphone, etc. Est-ce que tu sens que ça peut être plus problématique sur les profils que vous visez? Parce que vous visez des profils particuliers, donc ça pourrait pas nécessairement l'être. C'est pour ça que je dis ça. Pour moi, ça tombe pas nécessairement sous le coup du sens. Non, ça n'a pas été le cas pour le moment cet été. Je pense que sur une année 1, les gens savent que l'année dernière, tu es quand même plus dans l'accident de parcours, mais qui est arrivé, donc il faut aussi se remettre en question, analyser ce qu'on fait. Mais tu n'es pas un club qui flirte depuis 4 ans avec la relégation. L'année d'avant, tu as fait 9e de Ligue 1. Je veux dire c'est pas rien dans l'économie actuelle de faire 9e de Ligue 1. Pour nous, on était ultra heureux quand on a fait 9e, parce que on a fini avec ces matchs Rennes, Marseille, Brest, enfin Brest, Rennes, Marseille, où on a fait 7 points sur 9, qui nous permet de faire 9e. Et 9e, c'est la moitié du championnat, c'est la première partie de tableau. Et te dire, on avait mis le Stade de Reims première partie de tableau il y a encore 2 ans, ben, pour nous, c'était une vraie fierté. Parce que tu sais que tu ne peux pas gagner la Ligue, tu sais que tu aimerais bien, à un moment donné, peut-être accrocher une conflit, mais c'est dur, et c'est encore plus dur avec les nouveaux actionnaires dont on a parlé, avec les droits télé. Et te dire, on a fait une première partie de tableau, c'était vraiment symbolique. Donc l'année dernière, il s'est passé plein de choses, voilà, on y est. Mais je pense que dans l'esprit des gens, tu restes un club qui continue à être ambitieux, qui a des tops infrastructures, donc qui a bâti, et ça, on ne pourra pas nous l'enlever, qui continue à avoir beaucoup de jeunes talents, qui continue à réussir à avoir des joueurs comme Théo Léoni, quand même, c'était capitaine d'Anderlecht, c'est pas neutre. Garder Kaito Nakamura, même si on a eu quelques débats avec lui, mais aujourd'hui tout le monde voit qu'il est à 200% focus sur le club. Sergio Akieme. Donc je pense que l'attractivité, elle est encore là.
ça vaut 1 an, 2 ans. Après, si tu es amené à rester en Ligue 2, ça sera peut-être un problème un petit peu plus présent. Mais on va pas, j'ai envie de dire, on va pas crier avant d'avoir mal. Pour le moment, on reste attractif. Je me suis renseigné sur l'histoire d'Hugo Ekitike. Et Hugo Ekitike, c'est assez extraordinaire parce qu'effectivement, on le rappelle, cet été, il a été vendu pour 90 millions d'euros, bonus compris. C'est absolument incroyable. On est en Belgique, hein, donc on peut dire 90 évidemment pour te faire plaisir. Mon cher Mathieu, ne te vexe pas. 90, je comprends. Et c'est un joueur qui n'était pas dans le top des joueurs dans le centre de formation, mais qui en même temps était un vrai diamant à polir parce que profil, grand joueur, il avait quelque part aussi les prototypes du mec qui pouvait réussir. Comment le Stade de Reims a fait pour polir ce diamant, pour arriver jusqu'à ce transfert de 35 millions d'euros, si je ne m'abuse, au Paris Saint-Germain? Comment est-ce que vous avez construit ce talent-là? Alors 36. Je sais que dans le foot, il est précis. Je sais que dans le foot, 1 million, c'est anecdotique, mais dans notre économie, ça l'est pas. Yes. Non, Hugo, il était programmé. Nous, on le savait. En fait, le paradoxe, c'est souvent les équipes de France. Encore une fois, je vais pas débattre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont faits pour les équipes de France U17, U19. Et tu regardes finalement combien de joueurs qui sont à l'instant T titulaires indiscutables passent à haut niveau. Pas tant que ça. Quand tu arrives avec les espoirs, c'est différent. Les espoirs, là, il y a, j'ai envie de dire, c'est un goulot d'étranglement. Mais Hugo, il a été en espoir. Hein. Ouais. Mais chez nous, dès l'âge de 15 ans, on savait Hugo. Hein. Enfin, te dire qu'il allait finir à 22 ans à Liverpool, je serais un menteur. Ouais. Parce que tu peux pas programmer à un moment donné, mais tu savais que ça allait être un joueur professionnel, que ça allait être un joueur de Ligue 1, que ça allait être un joueur qui allait à un moment donné faire un move dans un bon club européen. Après, savoir jusqu'où ça allait aller, à un moment donné, c'est trop prématuré. Mais tu le sais, on le savait avec Valentin Tangana. Voilà, il y a des garçons comme ça, ils sont programmés. Mais de la même manière, aujourd'hui, ça me fait rire. Il y a la Coupe du Monde en ce moment, U17 au Qatar. Ouais. Pour moi, on a un garçon qui est... Et humainement... et footballistiquement et humainement, parce qu'humainement c'est un garçon mais extraordinaire. Mais... Et là maintenant tout le monde veut savoir de qui tu parles, Mathieu. Tidiane Diarra-Souba. Ok. Ils ont eu la gentillesse de lui donner 1 minute de temps de jeu au dernier match. C'est gentil. Mais comme on lui a dit, t'es là-bas pour l'expérience, continue à être un garçon irréprochable. Il a fait la tournée avec nous au Japon cet été, il a déjà joué avec l'équipe professionnelle, c'est en 2008. Mais quand tu vois les qualités humaines, l'écoute, le travail et les qualités de footballeur, hormis s'il vient à péter un câble, changer, se blesser gravement, ouais, c'est ça, ouais. Ce garçon va être un joueur professionnel de haut niveau. Et on verra, on prendra la liste et on verra où lui finit, où les autres finissent. Et encore une fois, je ne souhaite pas de mal aux autres. Mais voilà, on a fait rentrer un garçon 2009 en Coupe de France sur le dernier match. Encore une fois, c'est pas de dire qu'on a fait rentrer un 2009, c'est de dire que c'est un garçon pareil qui a des qualités humaines et footballistiques de haut niveau, et tu commences à lui faire goûter à ce que c'est. Même si c'est un match de Coupe de France, il goûte et tu lui donnes les prémices de ce que ça va devenir. Aujourd'hui, tous nos garçons signent professionnels chez nous. On n'a pas perdu un joueur de l'académie ou de nos top talents qui n'a pas signé. On construit un programme, j'ai envie de dire, sur mesure pour eux. On les accompagne, parce qu'encore une fois, pour les talents, c'est de l'accompagnement. J'espère qu'ils jouent le plus longtemps possible avec nous, parce que c'est quand même, moi, mon objectif premier, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est qu'ils performent le plus longtemps possible avec le Stade de Reims. C'est qu'un jour, après, on soit très fiers de voir comme Hugo, en fait, quand tu allumes ta télé, la Coupe d'Europe, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas la jouer. Donc, on la joue à travers Hugo, qui joue la Champions avec Liverpool, ou qui marque avec l'équipe de France A, et puis lui, comme plein d'autres. Tu es un directeur général, donc tu as quand même une certaine pression à vendre, à permettre de faire entrer de l'argent dans le club, etc. C'est important, ça fait partie de ta responsabilité. Est-ce que tu aimes travailler dans l'urgence? Non. On préférerait toujours ne pas avoir à le faire. Par contre, tu sais que ça fait partie inhérente de ton métier. Déjà, ne serait-ce que le concept du mercato, c'est qu'en fait, tu as des dates butoirs. Et tu sais qu'en fait, les négociations, c'est une guerre des nerfs. De celui qui va céder en premier, de ce que toi t'as imaginé. Donc en fait, d'une manière ou d'une autre, tu es obligé de travailler dans l'urgence et sous pression. Et si tu l'as pas intégré, malheureusement, en fait, tu vas pas réussir dans ce milieu-là ou dans les ventes parce que l'urgence et la pression font partie intégrante de ça. Maintenant, te dire
que c'est quelque chose qui me nourrit, non. Moi, la période que je déteste le plus dans mon métier, c'est le mercato. Ah, tu détestes le mercato? Je déteste. C'est incroyable la différence avec notamment Gauthier Gannet qu'on a reçu, qui lui adore ça. Les derniers jours, ça l'excite, il prend ça comme un jeu. Il nous disait non, non, toi, tu détestes ça. Je déteste. Pourquoi tu Parce détestes que c'est le pas mercato? épanouissant, parce que c'est souvent des guerres des nerfs, des tensions, des choses pas très agréables. Et que moi, en fait, je fais ce métier parce que j'aime le foot et que mon objectif numéro un, là aussi, peut-être que les gens l'ont pas assimilé ou compris, mais mon objectif numéro un, c'est que l'équipe, elle performe. Mhm. Moi, si des fois on pouvait garder des joueurs, économiquement, on le ferait. En fait, moi, un mercato, il est réussi à la fin de l'année d'après. C'est-à-dire que les joueurs qu'on a recrutés, non pas à l'instant T, c'était les bons coups et tout, parce qu'en fait, tu sais qu'après, Mhm. ben, ils ont performé, ils nous ont permis de franchir des caps et de gagner des matchs. C'est là où un mercato, il est réussi. Par contre, tu dois réussir aussi un autre mercato, qui est le mercato économique, et qui est de vendre des joueurs pour assurer la pérennité du club, pour continuer à le faire vivre, à le développer, à assumer l'infrastructure, qui est aujourd'hui une grosse infrastructure. Ça, c'est ton terrain à toi, ça. Ça, Oui. c'est ton jeu à toi, c'est ton match à toi, ça. C'est mon match à moi. Mais voilà, je le fais volontiers et avec plaisir. Mais la partie la plus épanouissante, mais c'est de préparer le match ensemble du week-end, parce qu'on est une équipe au sens large du terme. Pour moi, tout le monde doit tirer en fait de base en haut de la chaîne, et c'est pas d'être démago. Mhm. Moi, je dis du haut en bas de la chaîne, on doit tirer pour la réussite de l'équipe. Et pour moi, la plus grande joie que je peux avoir, c'est de gagner un match le week-end. Mhm. C'est de voir le club grandir, l'équipe grandir. Mais toi, t'es le genre de mec qui va à l'entraînement, qui te met sur la balustrade, qui regarde ce que fait Carole ou Ouais, j'aime bien. Samba à l'entraînement, tu donnes les consignes aussi, tu discutes, tu dis fais venir l'entraîneur. En fait, t'as envie d'être intégré directement dans ce qui se passe sur le terrain, quoi. Non, pas moi, on est tous intégrés. Non, On mais est- toi, c'est quoi qui te fait vibrer? C'est ça que je veux dire. Non, mais ce qui fait vibrer, c'est le quotidien. Ok. Effectivement, dans ton rôle, encore une fois, jamais sortir de son rôle, parce que pour moi, encore une fois, le foot peut rendre les gens un peu dingues. Ah, il y en a des dirigeants qui Et confondent. Ouais, moi, c'est ça clair. fait 20 ans que je le fais, et je pense que personne ne pourra dire que je suis sorti de mon rôle. Ouais. Et non, non, toujours dans son rôle, mais effectivement, c'est comment tu aides dans ton rôle, encore une fois, dans ton périmètre, l'équipe à performer. Le coach à être bien, ses adjoints, quand je dis par les moyens que tu donnes, mais aussi c'est juste des fois des gestes d'attention, c'est de l'écoute, c'est parce que tu sais que la pression, elle est dure pour un entraîneur. Et ils prennent dans la gueule. Je suis désolé d'être vulgaire, mais tu regardes beaucoup d'entraîneurs au bout de quelques années où ils coachent à haut niveau, ben, en fait, les visages ils se déforment parce qu'en fait, il y a une pression, il y a la médiatisation, il y a les supporters qui sont quelque chose qui te galvanise, mais qui peut aussi des fois voilà, te mettre une grosse pression. Et, et voilà, c'est comment en fait tu les accompagnes. Moi, mon mot, c'est accompagnement. Bah, du coup, c'est ça, ce sera le titre, hein. Mathieu Lacour à l'accompagnement. Non, mais Mathieu, il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'à un moment donné, tu as aussi des skills, tu as des compétences à toi qui sont hyper intéressantes. Lorsqu'elles bloquent, comment tu fais avancer la négociation? Est-ce que tu as des choses que tu peux, à un moment donné, parce que ce podcast aussi est là pour ça, cette émission sert à ça, à comprendre, et à avoir peut-être des clés pour permettre d'avancer. Est-ce que tu as des choses qui, toi, vont te permettre on en discutait tout à l'heure sur une histoire, tu dis, voilà, j'étais bloqué sur le deal Gbano, j'ai fait appel à un super agent, tu m'as parlé de George Mendes, c'était super intéressant parce que lui m'a débloqué le deal, ça faisait des semaines que j'étais dessus, en 3 jours il a débloqué le truc. Est-ce que tu as quand même des méthodes, des trucs où tu dis ok là par contre j'ai développé mon propre savoir-faire? Non, les skills, comme tu l'as dit, c'est pas un propre savoir-faire, c'est un réseau. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, en fait. Mais c'est la vie en général, hein, c'est pas le foot. Hein. Ouais. C'est en fait, il faut bosser. Aujourd'hui, on s'est créé un réseau très important dans les clubs, quelle que soit la taille de club. C'est ça qui est fou, hein, c'est que tu peux parler à voilà, un club de 3e division française, et encore une fois, on fait plein de belles choses. Alors maintenant, c'est un club de 2e division, on a fait plein de plus belles choses, par exemple avec Le Mans, et tu peux parler de la même manière avec City. Ouais. Voilà, c'est parce qu'en fait, les gens pensent qu'il y a un écart, mais non, en fait, c'est des gens qui travaillent et qui sont dans l'écosystème du football et avec qui tu peux avoir plein d'interactions. Et pour moi, débloquer un deal, c'est bosser déjà. C'est avoir une vraie croyance quand tu dois vendre dans tes joueurs.
Parce que moi, quand je dis un tarif ou des choses comme ça, c'est pas je me lève un matin. C'est toujours dur de fixer un prix, mais j'ai une vraie croyance dans les joueurs. On a parlé, par exemple, je vois le maillot de Bruges, Momo Diacon. Je peux même pas te dire, les gens me disent putain, vous avez fait 10 millions. Mais je peux même pas te dire que je suis heureux. Parce que je crois tellement en Momo, je crois tellement que c'est un garçon qui a des capacités de déséquilibre, d'élimination, de Champions League. Si j'aurais pu avoir plus. Alors à l'instant T, c'est bien. Parce que là où il en est, à ce moment-là, je pense qu'en fait, on a trouvé le compromis. Où toi, tu te sens pas frustré et eux, ils se sentent pas lésés. Voilà. Et pour moi, c'est ça la construction d'un bon deal. C'est que toi, tu penses que t'as quand même vendu ton talent au bon prix et le club se sent pas non plus lésé en disant ou frustré en disant je l'ai acheté trop cher. Voilà, c'est pour ça aussi que tu parles de bonus. Parce que les bonus, en fait, moi, je l'intègre comme quelque chose de gagnant-gagnant. Mais moi, si le joueur il performe, les gars, je peux pas entendre des freins sur les bonus. Si le joueur il performe, ça doit être gagnant-gagnant. Si le joueur il est vendu très cher, ça doit être gagnant-gagnant. Mais à Momo Diacon, je peux pas te dire que je saute de ma chaise. J'y crois tellement. Vala Tangana, j'y crois tellement. Hugo Ekitike, j'y crois tellement que en fait, déjà, c'est comment tu vis la chose. Et là, tu te bats pour le fameux pourcentage sur la plus-value. Oui, parce qu'on croit en nos joueurs. Si tu penses que tu vends un joueur qui n'a pas de potentiel ou qui est arrivé au sommet de ce qu'il peut faire, tu te bats pas pour le pourcentage. Moi, c'est ce que je dis souvent au club. Je dis, mais pourquoi je vous fais chier pendant des semaines sur le pourcentage? C'est que j'ai une croyance profonde dans le joueur. El Bilal Touré, on a fait un pas en arrière pour faire un pas en avant. Voilà, il a eu une situation un peu compliquée à l'époque au club. On l'a vendu quand même pour une somme, belle somme, mais on a gardé 25% du joueur. Mais parce que moi, j'étais persuadé qu'El Bilal Touré, il allait rebondir, il a rebondi fort. 1 an plus tard, il part pour très cher à l'Atalanta. Atalanta à Bergame, c'est un gros club italien quand même. Ouais. Et le plus important, c'est travailler notamment dans la pérennité du projet, donc la rente du joueur futur, quoi. Le produit, entre guillemets, joueur, je n'aime pas m'exprimer comme ça, mais tu as compris, l'actif joueur de foot peut à un moment donné te sauver aussi de saisons où tu as moins de joueurs qui sont brillants sur le terrain et qui vont te permettre aussi d'avoir un argent que tu n'aurais pas directement l'occasion de faire en vendant tes joueurs actuels, quoi. Moi, j'appelle ça, de manière plus générale, les cercles vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, je considère que quand tu as bien travaillé, quand je dis, pas moi hein, personnellement, au club, parce qu'on a des formidables éducateurs à l'académie, direction du centre, gens qui animent la Pro 2. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des gens dont on parle jamais, mais aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux qu'on réussit, très clairement. Et en fait, les cercles vertueux, c'est-à-dire que quand tu as 2 joueurs en Europe que tu scrutes en disant bah, j'espère qu'ils vont faire un transfert pour récupérer un droit de suite, de la solidarité, bah, en fait, ça n'arrive pas forcément. Par contre, quand tu en as 50, c'est la loi du nombre. Bah oui. Et ça, c'est qu'on a bien travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, sur le long terme, c'est qu'on a énormément de joueurs. Tout à l'heure, on l'a dit, aime beaucoup Boulaïdja et El Bilal Touré. On a cité ces 3-là tout à l'heure. Et putain, ils performent aujourd'hui. Enfin, ils sont dans des clubs. Et tu regardes, à l'époque, avec eux, il y a aussi Ilan Kebal, qui aujourd'hui performe. Là, on n'a parlé que d'une génération. Hein. Ouais. Et donc, en fait, plus tu en as en Europe, plus tu t'inscris dans des cercles vertueux et mécaniquement, en fait, tu récupères le fruit de ton travail. Et du travail de tous les gens qui ont bien bossé au club. Tu es toujours en première ligne quand tu dois vendre des joueurs. Tu mandates jamais un agent en disant voilà, je te laisse le boulot, c'est à toi tu fais ce travail-là. Je suis sur un autre dossier en ce moment, je préfère me l'alléger. Je te donne le mandat club, fais-moi le dossier. Et puis après, derrière, tu fais les chiffres qu'on veut nous et puis on fait notre business. C'est pas aussi binaire que ça, c'est multifactoriel. Mais au moins une personne du club est toujours en première ligne. On considère que personne. Après, tu peux te faire accompagner dans certains sujets, mais on considère que personne aujourd'hui ne défendra mieux le club ou n'essaiera de faire une meilleure vente que quelqu'un qui est lui-même du club. Par contre, c'est pas toujours moi. Okay. Dans le sens où je pense qu'il faut, dans la négociation, il y a des fois où tu as des affinités avec des gens, avec des clubs, et aujourd'hui, on est un petit board, j'ai envie de dire, une petite team, et aucun problème d'ego, c'est seul compte la réussite. Qu'elle soit sportive ou qu'elle soit de faire une vente au mieux des intérêts du club.
À quel point les super agents comme Georges Mendes ou des agents un peu importants sont importants dans ton système de fonctionnement, toi, en tant que directeur général du Stade de Reims? Les super agents ne sont pas plus importants que l'agent qui se lance. Pour la vente? Non. Et à quel point les agents sont importants alors? Ils sont très importants parce qu'aujourd'hui, c'est un gros mot un petit peu en France, mais ceux qui sont vraiment des agents, dont c'est le métier, en fait, l'agent, c'est un hub entre les intérêts du club, les intérêts de l'autre club qui s'y demande, les intérêts du joueur. C'est pas quelqu'un qui doit défendre bec et ongle le club acheteur ou le club vendeur ou que son joueur. En fait, c'est quelqu'un qui sait trouver les solutions pour, des fois, ça peut être que le joueur reste un an de plus chez nous. Le joueur doit partir, mais à un moment donné, on doit trouver le bon compromis pour que tout le monde soit content. Le bon agent, c'est ça. Et nous, aujourd'hui, quand je dis, en fait, oui, on peut citer des super agents avec qui on a des bonnes relations, mais en fait, il faut respecter tout le monde, parce qu'il y en a aussi qui se lancent et qui travaillent très bien, et qui demain vont être capables, tout seuls, de te ramener un bon joueur, de te le prolonger, de faire des choses ensemble, et sans pour autant qu'ils aient un passif de 40, 50 transferts à leur actif. Donc l'idée, c'est de travailler le maximum possible, par contre, avec des gens qui sont des vrais professionnels. Est-ce que tu peux me raconter, avant de passer à notre dernière séquence, c'est la séquence La Sauce, un moment où un agent était spécifiquement important, me raconter une histoire d'un deal qui s'est passé et où il y a eu plusieurs intermédiaires qui se sont passés, quelque chose qui a été important pour la vente, notamment au Stade de Reims? J'ai pas de... Là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Mais il y a quand même eu un certain nombre de moments où... ouais, il y a eu des petits coups de pouce, mais qui sont... Tu vois, il n'y a pas le truc où tu vas en faire ta séquence. C'est des fois, en fait, avec les interactions, le fait plutôt d'avoir une bonne image. Tu me l'as dit quand je suis arrivé, je dis ça m'a fait plaisir. Dire que le club a une image de plutôt travailler sérieusement dans le... C'est grâce à toi, c'est toi qui l'as travaillé comme ça. Pas que moi, franchement, c'est collectif. Ouais. Parce que, oui, c'est un peu comme ton entraîneur, il va incarner quelque chose. Ouais. Mais tu sais que derrière, tu as énormément de monde. Et de la même manière, et c'est pas de la fausse humilité, c'est vrai, derrière, il y a énormément de monde. On a créé un club. Le club, il y avait une petite structure. Aujourd'hui, il y a une structure qui est plus grosse. Et où il y a vraiment des gens où on travaille ensemble, vraiment de manière horizontale. Et c'est aussi grâce à eux que ça performe. Et en fait, c'est... Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est tout un tas de petits galets semés qui font qu'aujourd'hui, en fait, des fois, tu as des dossiers qui se débloquent, tu as des choses qui se font parce que... Ah ouais, mais il m'a dit que... Mais Moric Banet, comme tu le disais tout à l'heure, est un bon exemple. Oui, mais c'est ça. Le joueur, il signe à distance parce que les agents nous connaissent en disant on n'a pas fait beaucoup de dossiers, mais il y a une vraie crédibilité. L'avocat qui gère le dossier dit... Je dirai jamais ça, je suis avocat et j'ai quand même un devoir de responsabilité. C'est des gens, depuis 10 ans que j'ai eu à traiter des dossiers dans le sport avec eux, ils ont toujours fait ce qu'ils ont dit. Et du coup, en fait, tu gagnes les minutes qui te permettent de passer le dossier parce qu'en fait, tu as 23 heures, ça coupe la fenêtre des transferts. Ouais, c'est ça. Et c'est les fameuses minutes, la crédibilité, les petites cailloux jetés au fil des années qui te permettent de dire, ouais, on y est arrivé. Grâce à ça, on y est arrivé. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'effectivement, tu me racontais cette histoire avec Banet parce que vous avez été impliqué dans un transfert sortant avec notamment Marshall Mounetsi du côté de Wolverhampton. Et puis finalement, l'un dans l'autre, les discussions se faisant, vous êtes dans des difficultés pour Banet. Le petit coup de fil à Georges Mendes qui a solutionné la chose avec le petit appel au propriétaire du club de Banet. À l'époque, c'est Gilles Vicente, je pense. Ça aussi, c'est quelque part des histoires de mercato qui sont parfois uniques et qui ne se passent pas si tu ne fais pas la démarche d'aller vers les gens. C'est ça, et que si tu n'as pas un peu une crédibilité et que les gens aient envie de te rendre un service juste pour rendre le service, en fait. Ouais. On ne parle pas d'argent, on parle juste d'avoir envie de rendre service. Et de la même manière, côté joueur et ses conseillers, de dire ces gens-là, finalement, on les connaît un petit peu et on va faire confiance. Ce qui n'est pas gagné dans notre activité, faire confiance. C'est clair. Allez, chose promise, chose due, tout de suite. On met Mathieu Lacour dans la sauce.
Bon, Mathieu, je dois te donner mon téléphone. Parce qu'il y a une vidéo, il y a quelqu'un qui a voulu te laisser un message. Donc, c'est la sauce. On te met dans la sauce, forcément. Et j'espère, en tout cas, que tu pourras rire un petit peu de tout ça. Allez, je te donne le téléphone. Et tu prends... Tac. Voilà. Tout de suite effet de la vidéo. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Sacha aussi. Ben, écoute, Mathieu, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille très bien ensemble. Je pense que chaque jour... c'est un plaisir d'être ensemble parce que voilà, on vit le foot, mais on aimerait rigoler aussi au bon moment. Donc voilà, entre-temps, je sais déjà que tu aimes bien voir une bonne verre de vin sur le bon moment, bien sûr, mais on vit quand même dans la région du Champagne. Donc moi, j'aimerais quand même savoir quel est ton champagne favori, Mathieu. Voilà. Bonne soirée à tous là-bas. Et oui, donc c'est forcément ton entraîneur, Carole Gerhardt, la petite surprise de l'entraîneur belge, ancien de l'Union Saint-Gilloise. C'est quoi ton champagne préféré? Et moi, ce que j'adore, c'est découvrir. C'est vrai que je suis un passionné d'œnologie, de vin, de spiritueux, de champagne. Et en fait, ce qui est génial, c'est celui d'après. Celui qui va te mettre une... J'ai envie de dire, tu peux en dire un, mais c'est celui qui va chasser, celui qui t'a mis une claque dans les semaines et mois à venir. Et c'est ça qui est la beauté du découverte du vin et du champagne. C'est celui qui te met une claque après. Et comment on repère un bon champagne? Honnêtement, c'est comme le bon vin, tu le repères pas en fait. À un moment donné, on pourra... Moi, j'ai un sommelier qui m'a expliqué qu'en fait, je peux te dire que c'est le meilleur vin au monde, que c'est le plus cher. T'apprendras à le déguster, t'apprendras à le boire au bon moment, ça c'est vrai. Mais par contre, si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. En fait, le goût, je peux te dire, mange des huîtres, c'est très bon. Et si t'aimes pas les huîtres, voilà, tu vas pas en manger. Et donc, en fait, c'est ce qui va, toi, te faire plaisir. Et aujourd'hui, on a un territoire en France qui est tellement riche que en fait, tu vas trouver des affinités selon une région, selon ta sensibilité. En fait, c'est de trouver ta sensibilité, ce que t'aimes. Et au moment, il y a des moments particuliers dans la vie. Parce que moi, j'associe beaucoup une bonne bouteille, parce que c'est vrai que c'est mon petit plaisir, à un moment, voilà, une victoire, à quelque chose de particulier, j'ai envie de dire. Ah bah, tu me feras goûter, bien évidemment, tes spécialités, tous les champagnes. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été présent dans En Off. C'était évidemment En Off. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous suivent, évidemment, sur LN24, on se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui nous retrouvent aussi sur YouTube, ce sera la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Le petit like, ça fait plaisir. Les 5 étoiles si vous êtes en podcast, avec toujours le petit commentaire. C'est toujours génial. Et on remercie, comme d'habitude, Unibet Experts pour cette émission. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.